Correction de l'exercice PMA 129. Donc on vous parle d'un passager d'un vaisseau en orbite autour de la Terre et qui est en apesanteur. Et on vous demande de faire un bilan des forces. Alors on va refaire un petit dessin dans cette histoire. On va dessiner l'orbite en particulier. Voilà, ici, hop. Donc on va dessiner l'orbite du vaisseau. On va supposer que cette orbite est circulaire. Ça fait partie des choses que vous allez faire. Donc en gros, enfin c'est, disons que on vous demande de donner l'altitude. Et donc l'altitude a priori enfin si l'altitude est constante en tout cas, c'est uniquement si l'orbite est circulaire. Donc le côté circulaire est un peu sous-entendu par l'énoncé. J'essaie de dessiner la Terre, je vais y arriver, voilà comme ça. Donc on a la Terre, je sais pas moi ici par exemple, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, on va essayer de mettre ça concentrique. Voilà. Et donc on est parti, donc on a notre satellite qui tourne comme ça. Et on vous dit que dans ce satellite, il y a un passager que le passager est en apesanteur. Alors en fait, ça c'est assez intéressant parce on pourrait avoir envie de croire que le passager n'est soumis à aucune force. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si on dessine le vaisseau, alors on va supposer que le vaisseau c'est un carré, et donc votre passager en fait, il est en apesanteur, c'est-à-dire qu'en fait, il flotte par rapport au vaisseau. Et donc en fait, le mouvement du passager, alors en fait, plus exactement, pas forcément son mouvement, mais en tout cas sa vitesse et son accélération. L'accélération du passager, c'est en fait rigoureusement égal à l'accélération alors pas tout à fait du vaisseau, mais du point coïncident appartenant au vaisseau sur le passager. Et donc en fait, il s'avère que puisque les deux accélérations sont égales, le vaisseau et le passager subissent littéralement les mêmes forces. Et donc en fait, ça c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu se dire sans ce raisonnement-là. Le passager ne touche pas, ne touche rien dans le vaisseau, il flotte en fait à l'intérieur du vaisseau. Et donc les seules forces qu'il subit, c'est tout simplement en fait la force de gravitation et qui est la même en fait que celle du vaisseau en ce point-là, hein, puisque c'est le champ gravitationnel terrestre. Alors c'est pas tout à fait le même, c'est le même champ gravitationnel plus exactement. Et donc il vaut tout simplement m fois le champ gravitationnel au point m du passager au cours de ce mouvement. Donc en fait, un truc qui est assez intéressant, c'est que souvent on dit qu'on est en apesanteur, qu'on ne subit aucune force. Il s'avère que c'est relativement faux. Enfin, ça dépend dans quel référentiel on se place plus exactement. Mais dans le référentiel terrestre, votre passager subit une force qui d'ailleurs est responsable du fait qu'il a un mouvement circulaire autour de la Terre et qu'il accompagne le vaisseau. Si en fait il ne subissait aucune force, eh ben, le passager irait tout droit. Et donc se cognerait contre les parois du vaisseau au bout d'un certain temps, puisque le vaisseau lui tournerait. Donc à retenir, hein, un passager en apesanteur, dans le référentiel géocentrique en tout cas, n'est pas du tout isolé ou pseudo-isolé, il subit la force de gravitation a priori comme tout le monde. Alors on vous demande par ailleurs de faire un petit calcul de dynamique, on vous demande de donner de l'altitude si la période de rotation vaut 3 heures, donc ça c'est un calcul qu'on a déjà fait mais qu'on va refaire. Donc ce qu'on va écrire d'abord, c'est que MA, c'est la somme des forces, donc en fait c'est tout simplement moins la force de gravitation fois la masse du passager fois la masse de la Terre divisé par r carré, où r en fait c'est la distance entre le centre de la Terre et le vaisseau. Et il s'avère que l'accélération, donc fois ER, puisque c'est une accélération qui est purement comme ça, radiale. Et en fait, il s'avère que l'accélération étant purement radiale, on va pouvoir écrire ici que ça vaut moins m multiplié par v carré sur r, ER, puisque dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération radiale vaut v carré sur r, ER, et donc égale moins grand g, petit m, grand mt sur r au carré, ER. Je vais projeter ça selon ER, c'est-à-dire prendre le produit scalaire entre ces deux de cette égalité avec ER. Je vais diviser par moins m et multiplier par r pour me retrouver avec v carré égale grand G mt sur r. Et ce qu'on vous demande, c'est l'altitude, donc r. Et donc on est là, on va extraire ça, hein, soit donc r qui est égal à la constante de gravitation universelle, la masse de la Terre, divisé par la vitesse au carré.
Alors en fait, donc on peut chercher la constante de gravitation universelle et la masse de la Terre. Il y a une autre façon de faire ça. Il y a une version un peu plus rapide. Or, si R est égal à RT, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le champ gravitationnel G, c'est égal à G0, c'est le 9,81. Et donc, en fait, G mt sur le rayon de la Terre au carré, ça c'est égal à G0. Ça c'est le champ gravitationnel à la surface terrestre. Et donc on peut remplacer en fait GMT par G0 fois le rayon de la Terre au carré. Donc en gros ça va tout simplement donner G0 multiplié par le rayon de la Terre au carré et divisé par la vitesse au carré, ça pour l'instant qu'on ne connaît pas. Et ça c'est R tout court. Voilà. Alors ensuite, il faut faire le lien avec ce que vous demande l'énoncé. Donc ça, c'est juste histoire d'avoir qu'une seule... Enfin bon, ça revient un peu au même de chercher la constante de gravitation et la masse de la Terre que de chercher le rayon de la Terre, mais ça a un avantage en particulier pour moi, c'est que ces deux-là, je les connais par cœur. Alors ces deux-là, je les connais pas, enfin pas avec la même précision par cœur. Alors ensuite, on cherche V. Parce que V, en fait, c'est tout simplement égal à l'orbite, donc de pi r, divisé par la période t. Et donc, ça signifie que petit r, c'est égal à G0, qui multiplie RT carré, divisé par 4 pi carré, R carré, et multiplié par T carré en haut. Ce qui vous donne, en fait, une relation avec le rayon. En fait, le fait que le rayon au cube est égal à G0, le rayon de la Terre au carré, la période au carré, divisé par 4 pi carré. Pour les plus réveillés d'entre vous, on retrouve une des lois de Kepler, le fait que le cube du rayon soit lié au carré de la période au passage. Et donc, alors ce qu'on demande, c'est l'altitude. Donc on va donc dire que R, c'est ça déjà. Donc c'est G0, RT carré, T carré sur 4 pi carré à la puissance 1 tiers. Voilà, et ce qu'on vous demande, c'est l'altitude, c'est-à-dire Z, c'est-à-dire petit r moins le rayon de la Terre. Et donc c'est égal à tout ce truc-là, G0, le rayon de la Terre au carré, la période qu'on vous donne au carré, 4 pi carré, en dessous, puissance 1 tiers, multiplié par le rayon de la Terre. Alors on va pouvoir mettre 2-3 chiffres dans cette histoire. Alors, G0, c'est 9,81 mètres secondes moins 2, c'est l'accélération de la pesanteur à la surface terrestre, en moyenne. Le rayon de la Terre, c'est à peu près 6400 km. La période T, alors on vous la donne dans l'énoncé. La période T, on vous dit que ça vaut 3 heures. Donc 3 heures, ça fait 3600 x 3 secondes. Donc ça fait 10 800 secondes. Voilà, c'est 9000 plus 1800. Et 4 pi carré, on est parti. Donc alors, il faut faire attention, ça, il faut mettre ça en mètres à cause des puissances, sinon ça va mal se passer. Donc ça, c'est 6,4, 10 puissance 6 mètres. Voilà. Et donc ensuite, il y a juste une petite application numérique à faire à la calculatrice. Application numérique au bout de laquelle on trouve que l'altitude vaut, alors là le résultat sort en mètres, donc on trouve 4,19 10 puissance 6 mètres, c'est-à-dire grosso modo 4190 km d'altitude, d'accord, de distance de 10 000 km, donc c'est plus loin que la station spatiale internationale, ce qui est normal vu que la période est beaucoup plus grande dans cette histoire. Donc voilà, ceci termine cet exercice et cette petite application numérique. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.